Madame, Monsieur, bonjour. Il est 9 heures et nous sommes le 25 février 2022. Merci de nous recevoir chez vous en cette matinée. Et Mina Habet est déjà en place pour nous donner dans un petit moment les nouvelles du ciel. Mina, bonjour. Bonjour Laure. Comment ça va, Mina? Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Ça s'annonce plutôt ensoleillé pour aujourd'hui? Un petit peu. Non, Il faudra s'attendre au retour des pluies ce soir. C'est vrai? Oui. Eh ben voilà, on commence quand même par une bonne nouvelle de bon Oui, matin. c'est une très bonne nouvelle. Alors, avant de nous donner un peu plus de détails, ce matin, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons parler d'un thème très important qui touche nos enfants. Mina Abed, ça doit certainement te faire rappeler beaucoup de souvenirs. Il s'agit de la santé scolaire. Oui, beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Bon et mauvais. Bon et mauvais, on t'a trouvé des carrés? Non. Non. Ah ben voilà. Alors, non, si on n'a pas trouvé des carrés, on a de les bons bons, souvenirs. c'était quand on séchait les cours. Ça, c'était c'était le côté positif. Ça, c'est Mina Abed. On séchait les cours pour aller voir le franchement médecin. Oui, typique, ça, hein. c'était le bon côté. Le mauvais côté, c'était le jour de la vaccination. Ah oui, Ça, le c'était jour de la mauvais côté. vaccination. Ouais, c'était le mauvais côté. Tu avais des allergies? Tu supportais pas? Mais qui aime les piqûres? Oui, bon. Ouais, surtout quand on est enfant. Alors justement, ça c'est une question très importante parce que finalement tout est question de préparation psychologique des élèves pour qu'ils Exactement. puissent finalement bien vivre la visite médicale parce que finalement tout est pris en charge durant la santé scolaire. Nous allons aussi parler ce matin de la formation professionnelle puisque c'est la rentrée de la formation professionnelle, donc certainement il y aura de nouveaux modules, de nouvelles spécialités parce que chaque année finalement il y a des tendances dans les spécialités de C'est vrai. la formation Il professionnelle. y a eu on va dire la tendance de l'infographie. Mhm. Peut-être que cette année c'est la robotique. C'est la robotique, on en parle quand même depuis quelques années. Et c'est excellent justement. C'est excellent, effectivement, et c'est vraiment la spécialité d'aujourd'hui et la spécialité d'avenir. Nous Exactement. parlerons également d'une très belle initiative pour, encore une fois, la sauvegarde de la culture, et cette fois-ci, ça va être de la danse contemporaine, puisque le 20 février dernier, Rax.net est une plateforme qui a été lancée. C'est une plateforme justement pour répertorier les danseurs, les danseuses, les chorégraphes, mais aussi pour créer une passerelle entre tous les acteurs de la culture. C'est quand même intéressant, hein? C'est intéressant, mais ce serait encore mieux de répertorier toutes les danses algériennes. Il y en a tellement. Certainement, Elles sont ça va toutes venir. magnifiques. Toutes magnifiques serait- et toutes franchement, expressives, surtout parce très- qu'elles racontent elles racontent- le mode de vie Et une au histoire. quotidien. C'est une histoire qu'on raconte et c'est très 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 beau à voir. C'est beau à Ça voir. serait bien justement d'avoir une plateforme qui C'est beau à voir et puis il y répertorie, a tout le folklore qui va avec, les tenues Exactement. traditionnelles, Et le chaque région décor. a sa propre danse, chaque événement. Mhm. Et ça serait intéressant de la voir. Effectivement. Et justement, dans un mois environ, un mois et demi, c'est ce qu'on va recevoir. Non? Le mois de Ramadan. Ah oui. Et comment le mois vrai. du Ramadan donc approche à grands pas. Ça va être dans un mois et 10 jours environ, T'as acheté de la on va dire. vaisselle, c'est bon. Je vais bientôt le faire. Ah Je vais ouais bientôt le faire. Ah bah, ce sera la vaisselle, ce sera le ménage saisonnier et ce sera le ravitaillement aussi. Exactement. N'est-ce pas? Et tout à fait, hein. On le reçoit comme nos grands-mères le faisaient auparavant. Non, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable, c'est une belle ambiance, Exactement. effectivement. Alors c'est une belle ambiance pour nous, mais aussi il faut préparer quand même une certaine catégorie de la société à bien recevoir le mois de Ramadan, notamment les malades, Mina, et surtout les diabétiques. Tout à Donc fait. surtout, vous savez, c'est vrai que pour certaines personnes, lorsqu'elles arrivent à un certain âge, quand on leur dit il faut pas jeûner, c'est un peu gênant pour eux. Donc c'est un limite peu une frustrant. insulte, on va dire. C'est très frustrant, il faut Très dire. difficile à Et puis ça se accepter. comprend. Et justement, comment ces personnes peuvent jeûner le plus normalement du monde et ne pas arriver à des complications? Et bien, ça va être un événement qui va se tenir le 26 mars prochain à Seddour, dans la wilaya de Béjaïa. Ça va être justement des rencontres en compagnie de ces personnes diabétiques pour les sensibiliser encore C'est une excellent. fois et les informer sur comment donc bien se prendre en charge, avoir une hygiène de vie quand même assez optimale pour ne pas tomber, Ça, pour ne c'est pas excellent. avoir des complications. Et nous terminerons l'émission en compagnie de notre ami Kazancha qui nous donnera l'actualité associative. Parfait. Et voilà donc pour le menu de ce matin. Mais avant cela, les nouvelles du ciel avec un peu plus de détails. Imina Habet nous promet des pluies justement et ce sera juste après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et après le menu donc de cette matinée, du soleil pour la journée, des pluies pour le soir. Du soleil, oui, mais Du pas sur soleil. Alger. Pas sur Alger. Alger, des pluies, des orages, des nuages, un petit peu de tout. Hein.
Et Mina Abed, généreuse, comme chaque fois. Évidemment. Comme à chaque fois. Elle nous donnera un peu plus C'est de mon détails. dada. Et comment? Allez, c'est à toi. Mina. Merci beaucoup. Bonjour à tous, excellent réveil. De la brume, un taux d'humidité assez élevé quand même sur l'ensemble des régions côtières. Et puis le ciel restera en journée passagèrement nuageux avec quelques orages à partir de cet après-midi, notamment sur la partie centre. On notera le retour des pluies à partir de la soirée. Quelques pluies éparses toujours sur les régions côtières, sur la partie sud, quelques pluies sur le sud-ouest, la Saoura, des passages nuageux sur le Nord Sahara, le Sahara central et puis un ciel dégagé partiellement voilé sur le reste des régions sahariennes avec de fréquents soulèvements de sable le long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 19 degrés à Alger, Tizi Ouzou, on notera 18 à Oran, 20 degrés à Tiaret, Chlef, Rilizen, Al-Bayad et Naama, 25 degrés à Ghardaïa, 24 à Hassim Saoud, 26 à Ilizi, 25 Janet, 29 à Tanraset et enfin la maximale atteindra les 37 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer très agitée à l'ouest et au centre, peu agitée vers les côtes est avec des vents entre 20 et 50 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 30 km/h sur la partie est et enfin entre 40 jusqu'à 60 km/h sur la partie centre. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Un ciel dégagé à N'Djamena, Khartoum, peu nuageux au Caire, dégagé également à Niamey. Côté Mercure, on notera 37 degrés à Niamey, 19 seulement à Tripoli, 36 à N'Djamena et enfin 18 degrés au Caire. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. Par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. Finalement, Mina, les températures sont plutôt stables. Hein. Oui, non, ça ne bouge pas beaucoup. Plutôt en stable ce et moment. saisonnière. Oui, agréable, on va dire. Agréable, Pas effectivement. trop froid, pas trop chaud en journée, mais bon, le soir, il fait un petit peu humide, Voilà. un petit peu frais quand même. Effectivement, mais sinon, on reste quand même sur des températures plutôt ambiantes. Donc, on s'attend à quelques pluies ce soir. On l'espère. On l'espère aussi. On l'espère. On l'espère, effectivement. Merci beaucoup, Mina. Merci, Noc. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h. Et demain. Demain, à partir de 9h, je te retrouverai même dimanche. Oui. Et oui, Et même effectivement. lundi. Ce sera pas toi. Mais ce sera pas Mais moi. c'est Ça sera en compagnie de notre amie Radia Boulmaali. Mais sinon, aujourd'hui, tu sais, Mina, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour ma famille. D'accord. Parce que 6 ans auparavant, justement, notre famille a commencé un petit peu à s'agrandir et nous avons eu notre première princesse Amélia qui aujourd'hui souffle sa 6e bougie. J'ai juste Bon envie de lui anniversaire. dire, Amélia, ma petite princesse, joyeux anniversaire. Je te souhaite une longue vie, beaucoup de belles réussites, beaucoup de belles choses, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité à toi et à nous tous, hein, toute ta famille. Je voulais juste te dire que je t'adore, ma petite princesse. Voilà, je tenais à le faire aujourd'hui. Et on continue, ça va être pause musicale en compagnie du groupe Caméléon, Wim Yimshizin, et on se retrouve juste après. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونو تخدم مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الجفار في النهار رسوم شفايف وما حنو وتقول صوت حنين محنان ويقول الصوت هذا حنين ما حن عليه خلاني حارف الحنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار وين يمشي زين
تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونه تاخدها مع الزين وتسير وما صار ضويا باللون كي القمر في لونه حورت العين من بيلة الجبار في النهار مرسوم شفايف ومحلو بصوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف حنينك كي قهار وضياها في الليل كي القمر في ليلو ضياها في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج من الليل نهار وعادروني يا السامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصر في حياته نهار وعادروني كي نقول الكلمة شاف زين أعمى أبصر في حياته نهار Et de retour sur le plateau, et docteur Fethi Benachnou est déjà parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va, docteur? Vous nous faites languir aux absentants et nous C'était juste une journée, c'était pour la bonne cause. On ne peut pas se séparer de vous. Moi non plus. En tout cas, j'ai beaucoup pensé à vous. D'ailleurs, je vous ai même suivi ce jour-là. Ah, très bien. Mais c'était pour la bonne cause. Je me suis absentée pour la bonne cause. Et voilà, je suis de retour. Je sais pourquoi. Et voilà. Je vous ai vendu la mèche juste avant. Oui, voilà. Bien sûr, évidemment. Et comment ça va, docteur? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Pour le moment, ça va. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on va revenir quand même sur un sujet sur lequel vous insistez d'ailleurs à chaque fois. Même lorsqu'on parle d'un autre sujet, vous trouvez quand même le moyen d'en parler parce que c'est la base de, j'ai envie de dire, de l'éducation sanitaire d'une manière générale. Voilà. Il s'agit de la santé scolaire. La santé scolaire. Et c'est spécifique aux enfants. On dit santé scolaire, mais je vais tout de suite dire scolaire, ça veut dire le primaire, et les CEM et lycées. Mais ne pas oublier un autre aspect, et un jour on va en parler, c'est la santé universitaire. Donc ces trois volets sont extrêmement importants. Pourquoi? La santé scolaire de base. Chez nous, on ne l'appelle pas santé scolaire. Sincèrement, on a été plus efficace. Et ça, ça a été décidé il y a des dizaines d'années. On l'a appelé les unités de dépistage et de suivi. Regardez cette merveilleuse appellation. On n'a pas fait de congrès, on n'a pas fait de réunion, de commission. Non, on a pensé, on a été pratique, on a été efficace. Directement sur terrain. Sur terrain. On a appelé les UDS, ça veut dire les unités de dépistage et de suivi. Regardez, dans la dénomination de UDS, ça montre une méthodologie d'action, unité de dépistage. Quel merveilleux moment pour dépister les prémices d'une pathologie au niveau de l'enfance. C'est extrêmement important. Et agir, ce qui est important, agir, quand on a dépisté, on agit. On agit, c'est-à-dire que si un enfant fait des angines bactériennes à répétition, vous aurez un futur malade cardiaque, donc une unité de dépistage. Pourquoi on les appelait unités? Unité, c'est un terme militaire très bien choisi. Dans le monde militaire, une unité, c'est quelque chose qui se déplace rapidement. Ce n'est pas un lourd processus. Une unité de dépistage. Et on a unité de dépistage et de suivi, UDS, et de suivi. Regardez toutes les étapes de la prise en charge préventive, de la prise en charge prédictive, sont au niveau de l'UDS. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un chapitre, c'est pas qui est important. Je crois que c'est la base, le cœur battant, l'ADN de la santé publique, dans le sens où on a le système algérien. Et ça, c'est depuis des années. On ne va pas se dire parce que c'est le Covid-19, là. Pas du tout. C'est un système huilé qui fonctionnait et on envoie une équipe médicale qui comprend un médecin,
qui comprend une infirmière ou un infirmier, qui comprend un orthophoniste, qui comprend un psychologue, qui comprend un dentiste. Toute cette unité, toute cette équipe c'est elle qui va vers les enfants, les unités. C'est là où ils se trouvent. Au niveau des unités scolaires, les écoles, les CEM, tout ça, ils vont et ils dépistent. Regardez le travail prédictif, préventif à l'avance qui existe dans notre pays. Hélas, on a un petit peu négligé depuis quelques années cette importante arme de protection de santé publique. D'ailleurs, on ne parle plus de santé publique. Je viens de passer devant le truc du ministère. Il y a écrit Wizard Saha, tout court. Ça, je ne sais pas. Je n'avais pas remarqué, hein, et on vient de le changer. Alors justement, pour revenir encore une fois à ces UDS, docteur, donc le dépistage est très important, mais ce qui est encore plus important, c'est le suivi, finalement. Donc, quand on parle de le processus. Donc, une fois que quelconque pathologie est dépistée chez un enfant, il y a un suivi qui doit se faire. Donc, le suivi, est-ce qu'il se fait toujours par les UDS ou il est orienté vers des spécialistes? Excellente question, vous connaissez le programme. C'est ça le programme. Il faut décortiquer une action. C'est vrai, on a dépisté. Qu'est-ce qu'il fallait? Parce que c'était un dentiste. Le dentiste, quand il dépiste, et entre parenthèses, on a un très gros problème de carie dentaire en Algérie. Un très, très gros. On a, à un certain moment, il y a quelques années, on avait accéléré, on faisait des journées de sensibilisation, effectivement. Vraiment, maintenant, on le fait parce qu'il faut le faire. C'est très... une fois que vous êtes dentiste, vous avez examiné la dentition de l'enfant. Et aussi grâce au carnet de santé, où il y a une... là, puisque vous êtes dentiste, vous vous adressez par lettre, on appelle ça une lettre de liaison, à la polyclinique du coin où habite cet enfant. Une lettre pour les parents. Et le plus souvent, puisque vous êtes dentiste, vous allez vous-même suivre prendre en charge la dentition. Vous voyez, c'est ce processus, cette procédure telle que vous la décriviez, ça c'était appliqué, c'était la règle du jeu, c'était huilé, ça fonctionnait. Depuis quelques années, ça ne fonctionne pas. Par exemple, si un enfant fait des angines bactériennes à répétition qui sont très graves, j'insiste, bactériennes, pas les angines courantes, bactériennes, ça donne des complications par la suite. Au niveau cardiaque. Donc, vous êtes à l'avance, vous devez prendre en charge cet enfant pour lui éviter de tomber. Et en plus, il y a une faille, si vous voulez, notre école est fermée et nos parents ne s'inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent que tous les trimestres pour aller rechercher le bulletin. Là, il faudrait renforcer. Vous voyez pourquoi j'insiste? Parce que c'est fondamental. Vous grevez si vous ne le prenez pas en charge, si vous ne dépistez pas, si vous ne prévenez pas, vous allez grever la santé par des maladies très très graves, chroniques. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on veut qu'il y ait des maladies graves pour les adresser à l'hôpital, pour acheter du matériel, pour acheter du médicament? Vous voyez, au-delà de la détérioration de la santé. Donc, quand vous le dites à chaque fois, encore une fois, un autre impact négatif, non seulement sur la santé publique, mais aussi sur l'économie nationale. Mais encore une fois, docteur, par rapport à ces UDS, donc il faut savoir que les UDS, donc il y en a plusieurs. Dans toutes les écoles d'Algérie. Voilà, dans toutes les écoles d'Algérie. Et justement, les UDS, donc pour faire un dépistage, généralement, on se rappelle, hein, nous, quand on était petits, on nous faisait pratiquement 2 visites par an. Voilà. Donc 2 visites par an, on nous demandait de ramener le carnet de vaccination. Pardon, là, vous me rappelez un truc d'enfance. À la médecine scolaire, on a détecté chez moi un décollement de l'omoplate. D'accord. Alors, parce que là, et on a dit à ma mère à l'époque, c'est de votre faute parce qu'il ne faut pas tirer un enfant comme ça. Et voilà. Nous, quand on joue avec les enfants, c'est vraiment le jeu. Voilà, et un décollement de l'omoplate. Ça va mieux maintenant. On vous a pris en charge après. Oui, bien sûr, ça va mieux. Eh ben voilà. Là, c'était le côté nostalgie. Moi, par contre, le côté nostalgique est beaucoup plus positif. Ah.
pour moi. Ça se voit. Voilà, il est Allah beaucoup plus يبارك. positif parce que, parce qu'en fait, lorsqu'on nous a fait la visite, la dentiste d'ailleurs, Voilà. elle m'a dit, pour ton âge, tu as une magnifique dentition. Et j'étais très contente. Je devais avoir 12-13 ans. Dépister. La chose qui est bien, qui est positive, avoir une belle dentition, toi, tu le racontes 50 ans, 40 Oui. ans après, les parents, ils sont fiers, donc ils vont renforcer et surveiller l'entretien des dents et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, dépister. C'est pas, je ne mets pas le doigt uniquement sur les choses négatives, entre Exactement. guillemets, les choses positives aussi. Mais celle qui pose problème, c'est les choses négatives. C'est ce dont on doit s'occuper. C'est pas montrer du doigt, ouh, qu'elle est vilaine. Non, c'est de la Bien au folie. contraire, c'est vraiment Bien au pour prendre en contraire. charge Ouais. de façon très précoce. Alors pour revenir justement au programme, donc je vous disais, on se rappelle, nous, quand on était petits, on avait ces visites médicales pratiquement 2 fois par an. Donc on comprend C'était que une c'est un sortie de programme. l'école. Nous, C'était- c'était... Ah, nous, non, c'était l'unité qui se déplaçait au niveau de l'école. Ah oui, vous êtes plus jeune que moi. Voilà, Ça, ah oui, ça- je suis plus jeune, effectivement. C'était, et ça se faisait au niveau de la salle des enseignants. Je me rappelle Oh, très très bien. oui, c'est ce qui se fait maintenant. Voilà, et donc le programme, on disait 2 fois par an, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on doit revoir le programme? Est-ce qu'on est toujours dans cette lancée? Chauffez. Ce qui est logique, ce sont des méthodes universelles. Ce sont les bases Oui. de la médecine, qui est pour moi, la médecine est une science, la médecine 1 + 1 = 2, tout ça. Maintenant, ce dont on doit réfléchir en Algérie, c'est pourquoi on n'applique pas ces méthodes scientifiques et plus, qu'est-ce qui s'oppose sur le terrain à l'application de ces méthodes scientifiques qui conseillent le suivi. En Algérie, on a les techniques, on a les techniques. On a le carnet de santé, on a les équipes médicales de l'UDS, elles sont là. Mais dans le fonctionnement quotidien, je ne parle pas de toutes les UDS, hein. Il y a des UDS modèles qui vraiment sont les membres. Ça, c'est des membres, c'est ceux qui font partie d'une équipe d'UDS, ils ont une mission extrêmement importante. Moi, je dirais une mission de sécurité nationale, parce que vous protégez la santé de l'Algérien dans sa croissance. Et l'État, je dis bien l'État, a mis les structures, l'argent, tout ce qu'il faut. On paye les médecins, on paye les orthophonistes, les psychologues, tout ça, on les paye. Mais quel est le résultat? Il y a une flambée des caries dentaires. Entre autres, hein, vous avez les retards de langage, vous avez tous ces éléments-là où on doit intervenir très très vite pour nous éviter des catastrophes. Mais là, depuis quelque temps, et je le déplore et je le dis, il y a un relâchement en matière de santé publique. Même le mot santé publique, on l'a effacé. On parle que de santé. Là, le mot santé, c'est grave. L'Algérie, mon pays, et je suis fier d'être médecin algérien en Algérie, je crois s'il y a bien un domaine où on a réussi, où on était performant, où on a réalisé les objectifs, c'est dans le domaine de la santé. Il y a un moment, ça a basculé, la santé, on l'a collé, il n'y a pas de santé hors de l'hôpital. Voilà ce qui fait. Non, la santé publique, c'est ce genre de prise en charge. Regardez, on a un merveilleux document, c'est le document sur la santé, le bleu là, qui vous suit. Alors les gens ne le connaissent pas. Comment? Le carnet de santé? Oui, c'est la maman qui parle. Oui. Là, avant le carnet de santé, vous avez dit C'est carnet de vaccination. Oui, c'est le carnet de santé. Non, c'est très bien. Toutes les mères algériennes, carnet de vaccin. Ils l'appellent comme ça. Ça, c'est un héritage linguistique, docteur. C'est à vous de faire l'étude. Et là, les gens disent, ah non, ça c'est pour les enfants. Mais c'est pas possible. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est un carnet qui va jusqu'à 18 ans. Oui. Depuis qu'il est dans le ventre de la maman jusqu'à 18 ans. L'État algérien en Algérie offre une protection sanitaire. Il y a tout. Deuxièmement, on peut aller encore plus loin. Arrivé en 2022 et on revient au Covid, des gens qui viennent vous dire « Ah, le vaccin, le Covid, on lutte contre. » Mais non, en Algérie, on lutte
contre pas mal de problèmes dus au virus. On prévient de maladies très graves grâce au programme élargi de vaccination, le PEV, qui existe en Algérie depuis. Mais moi, j'ai été déçu, touché, quand on me dit les vaccins, le virus, le vaccin. Vous voyez où se trouve l'affaire? C'est pas dans les programmes. Moi j'enrage quand on me dit islahat al-anzima as-sihhiya. Mais islahat là-dedans. Là-dedans, il faut suivre un programme islahat là-dedans. Et surtout investir, encore une fois, dans l'éducation sanitaire. Vous avez tout compris. Et dans la recherche linguistique. Et dans la recherche linguistique. Je suis bien encadrée, c'est surtout ça. Docteur, merci beaucoup. De rien, encore une fois, d'être plaisir. revenu sur la santé scolaire. On rappelle, c'est quand même le Vous socle, comprenez on va pourquoi dire. je reviens sur ces éléments-là? C'est très important. Très important. Effectivement. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, pour une vous autre serez là, thématique. j'espère. Normalement. Il y a une émission, je crois, à la télé ou à la radio. On sera là la semaine prochaine. Oui. Et vous serez là en s'adressant aux auditeurs. D'accord. Et vous serez là, on espère. Je ne sais pas, c'est à la radio, je crois. Ah, normalement, je serai là. Pour l'instant, je n'ai pas de programme prévu. mis Allah à part- yab'ad alayk al-ayn. Merci en tout cas, docteur. De rien. Je vous dis encore à vendredi prochain. Et on continue. Justement, 300 jeunes étaient en pré-emploi. Ils ont bénéficié justement de contrats d'insertion de ces jeunes diplômés. Je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. Agents administratifs à la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Katia et Houssine ont aujourd'hui un emploi stable après plusieurs années en pré-emploi dans différents secteurs. J'espère être à la hauteur. J'espère être à la hauteur. Être en pré-emploi et avoir un emploi fixe, c'est deux choses différentes. On est plus responsable et on fournit plus d'efforts. Plus. Pendant 2 ans, donc J'étais en pré-emploi pendant 2 ans. Maintenant, j'occupe un poste stable. c'est un poste de travail stable. Comme Katia et Houssine, ils sont nombreux à bénéficier d'une opération d'intégration et d'insertion des jeunes diplômés. خدمة déjà des pré-emploi dans le secteur de l'éducation pendant 3 ans. Alhamdoulilah, j'ai eu de la chance d'acquérir une expérience quand même. Et maintenant, alhamdoulilah, je suis intégrée au niveau de la direction de la jeunesse et des sports. J'ai déjà travaillé pendant 3 ans en pré-emploi dans le secteur de l'éducation et même dans d'autres secteurs. Maintenant, je travaille ici à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou. L'opération d'intégration répartie sur 3 phases a concerné 1067 bénéficiaires ayant cumulé plus de 8 ans d'expérience, 1143 ayant entre 3 et 8 ans d'expérience, ainsi que 2652 autres bénéficiaires. 3660 jeunes sur un total de 4709 ont bénéficié d'une opération d'intégration, soit un taux qui dépasse les 77%. Une cérémonie de remise d'attestation, d'insertion et de permanisation au profit de 257 jeunes inscrits au pré-emploi a été organisée par la direction de l'emploi de la wilaya de Tizi Ouzou. Voilà, c'était donc l'insertion de 257 jeunes qui étaient en pré-emploi. C'était dans la wilaya de Tizi Ouzou et nous allons parler justement de formation professionnelle ce matin en compagnie de M. Seddiq Koudil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors M. Koudil, vous êtes directeur de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle. Exact. Et justement, pendant que le reportage passait, vous disiez que vous avez pris en charge quand même une catégorie justement, de ces jeunes. je voulais rebondir par rapport à ça. Ça fait pas longtemps, il y a M. le ministre qui a organisé une visioconférence avec les 58 directeurs de wilaya où l'accent justement a été fortement mis sur la prise en charge justement des jeunes qui sont en pré-emploi. Donc je peux dire aisément que plus de 95% des personnes qui étaient en situation de pré-emploi ont été disons prises en charge, ont été insérées d'une manière effective dans les rangs
du secteur de la formation de l'enseignement professionnel. Et permanente, de façon voilà, permanente. pour dire que le secteur aussi participe à cet effort de l'État pour la prise en charge de cette catégorie. Et justement, encore une fois, par rapport à votre domaine, donc la formation professionnelle, encore une fois, c'est la rentrée qui se prépare cette fois-ci. Oui, elle se prépare d'ailleurs, elle s'est préparée depuis la rentrée de septembre, donc on peut dire aisément à partir de novembre, à travers des orientations qui se font de l'administration centrale au niveau des 58 directions du wilaya. Et effectivement, donc c'est tout un travail préparatoire au niveau local, parce que ce n'est pas au niveau de l'administration centrale qu'on dit tel wilaya, tel établissement. C'est selon les conditions humaines et matérielles que, disons, une offre de formation se fait. Et surtout, j'insisterai, à chaque fois j'insiste là-dessus. Donc, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel a mis en place au niveau de chaque wilaya ce qu'on appelle le conseil de partenariat de wilaya. C'est un conseil qui est présidé par le wali ou son représentant, mais généralement c'est le wali qui préside ça, et qui sont représentés par les différents, directeurs de l'exécutif. Donc, il y a une offre qui est présentée, qui est validée. Je voudrais simplement dire que cette offre, justement, vient du terrain selon les besoins. Bien sûr, il y a des besoins sociaux, il y a des besoins économiques qui se forment. Et la rentrée, bien sûr, les inscriptions se sont terminées jusqu'au 24, donc pas plus tard qu'hier. Les dernières inscriptions. La rentrée, Inch'Allah, va se faire officiellement par M. le ministre dimanche le 27. Dimanche 27. Et justement, vous avez évoqué les besoins sociaux et les besoins économiques pour pouvoir donc proposer un peu toutes ces formations. Donc, quelles sont les formations les plus demandées aujourd'hui? J'ai envie de dire malheureusement c'est toujours la blouse blanche qui l'emporte par rapport à la blouse bleue. Mais bon, on travaille beaucoup pour que la blouse bleue, justement, reprenne un petit peu et les choses. On est en train de voir effectivement qu'à travers les orientations, à travers les contacts qu'on fait avec les gens de l'ANAD, l'ex-Anchèze, donc on a un petit profil sur les secteurs d'activité les plus porteurs. Donc en termes de création de micro-entreprises, et avec l'ANAM aussi, quels sont les métiers où la personne reste le moins possible au niveau de l'ANAM, et quels sont les métiers où on met beaucoup de temps, sinon il n'y a pas de demande en termes de recrutement. Pour réorienter un petit peu nos offres de formation, pour qu'ils soient plus... pour qu'il se fasse plus en termes de demande que d'offres. Voilà. Alors justement, finalement, c'est le paramédical qui est le plus demandé, c'est ça? Le paramédical, malheureusement, il est pris en charge par nos amis de la santé, parce que c'est pratiquement des métiers qui sont réglementés, etc. Donc voilà, c'est des métiers qui ne sont pas pris en charge par le secteur de la formation. Ils sont régis par des textes propres à ces métiers-là. Et justement, donc vous avez évoqué un petit peu les inscriptions qui sont déjà fermées aujourd'hui, donc puisque la rentrée va se faire très bientôt. Mais sinon, pour parler encore une fois de ces inscriptions, donc quelles sont les modalités et quelles sont surtout les exigences, les demandes pour que les jeunes peuvent encore une fois s'inscrire aux différentes formations? Donc justement, vous me donnez l'occasion pour dire aussi que le secteur de par sa politique travaille sur la modernisation à travers la mise en place d'une plateforme informatique sur laquelle les gens, n'importe où ils peuvent se trouver, peuvent s'inscrire à travers une offre de formation, comme je l'ai dit, qui est validée au niveau local et au niveau de l'administration centrale. Donc les conditions sont régies par décret exécutif. Je donnerai l'exemple d'un BTS, il faut avoir la 3e année secondaire pour suivre... 3e année secondaire, c'est la terminale. C'est la terminale, effectivement. Ou pour cette rentrée, il y a pas moins de 114 spécialités qui sont offertes aux personnes qui ont ce niveau-là. Dans l'ensemble, il y a 385 spécialités qui sont offertes, dans 114, disons, formations de courte durée. Et courte durée, qu'est-ce que vous appelez par courte durée? Donc, c'est des formations qu'on appelle qualifiantes, donc qui varient entre 1 mois à 6 mois, selon les compétences à acquérir. Alors, justement, donc, par rapport au centre, donc là, il y a quand même plusieurs spécialités qui sont demandées. La demande aussi de par les jeunes est quand même très importante. Mais sinon, qu'en est-il des centres? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles ouvertures, on va dire, de nouveaux centres professionnels? Pour la rentrée de février, il n'y a pas d'établissement, disons, nouveau qui vont ouvrir. Au niveau
sectoriel, on est plus en train de travailler pour reclasser certains établissements, les reclasser bien sûr en travaillant sur la ressource humaine, sur les équipements. Pourquoi reclasser? Parce que la très forte demande, la pression s'accentue beaucoup plus sur les établissements, sur les instituts de formation professionnelle. Donc les gens qui ont la terminale, justement, c'est eux qui sont plus enclins à suivre une formation professionnelle et pas que. Donc de plus en plus d'universitaires, donc de plus en plus de personnes qui ont le bac, justement, choisissent la voie de la formation professionnelle de par la diversité des formations qu'elle offre et de par aussi, je dirais, l'insertion professionnelle qui leur est offerte. Alors on sait très bien que la formation professionnelle, il y a le côté théorique, il y a le côté pratique, il y a aussi les stages que les stagiaires, que les étudiants à votre niveau donc doivent aussi suivre. Qu'en est-il aujourd'hui avec la conjoncture sanitaire? Comme tous les secteurs, donc le secteur a mis en place tout un protocole sanitaire qui est adopté par le secteur, bien sûr. Même nos amis de la santé, on leur a soumis ce protocole sanitaire. Ça d'une chose. La particularité du secteur, on a travaillé dessus, il y a plus de 66% de l'effectif qui n'est pas à temps plein, de par les diversités des dispositifs de formation. Vous venez de dire, de par certaines activités qui se font, plus de 80% qui se font au niveau des entreprises. Donc, plus de 66% de nos apprenants ne sont pas à temps plein. Donc, la gestion du protocole sanitaire se fait d'une manière, disons, aisée au niveau de nos établissements de formation professionnelle. Pour ce qui est des stages pratiques qui se font au niveau des entreprises, qu'on appelle employeurs et tout, donc cet apprenti ou cet apprenant suit pratiquement le même protocole qui est mis en place au niveau de cette entreprise. Alors, on vient de me dire à la pastille que notre collègue Mina Abed, Miss Météo, en fait, celle qui nous donne les nouvelles du ciel chaque matin, elle est intéressée par une formation en maçonnerie. Est-ce que c'est possible? Et si c'est oui, qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle est vraiment tentée pour suivre, il y a énormément d'établissements de formation qui offrent ce genre de formation. Si mes souvenirs sont bons, il y a à l'année plus, je pense que c'est un nombre à 4 chiffres pour les diplômés du secteur de maçonnerie, y compris pour toutes les formations que développe le secteur. Elles sont offertes et pour les femmes et pour les hommes. Donc il n'y a aucune discrimination de genre par rapport aux formations que développe le secteur de la formation. Effectivement, il faut dire qu'il y a certains métiers qui sont un petit peu stéréotypés. Hein. Donc quand on parle de maçonnerie, oui, bien sûr. Donc directement voilà, c'est un métier d'homme, mais au contraire, je l'invite à visiter les établissements de formation. Déjà pour voir aussi la diversité des formations qu'offre. On a les formations en cours du soir. On a le dispositif qui est fait, qu'on appelle pour les femmes qui sont au foyer par rapport à des formations courtes. On a des dispositifs qui sont offerts aux gens qui ont un diplôme de CAP pour passer un diplôme supérieur. Donc il y a ça. On se rapproche de plus en plus aux personnes qui sont au niveau des pénitenciers. Donc on travaille énormément avec eux. Donc il y a aussi des établissements qui sont spécialisés pour les handicapés. Donc on a une multitude de dispositifs, sans compter bien sûr des formations qui sont mises en place selon la demande qui est faite par une entreprise quelconque. Voilà, donc effectivement, vous donnez un petit peu la chance à toutes les catégories de pouvoir avoir un diplôme pour une insertion sociale et professionnelle correcte. C'est notre mission principale. Et de plus en plus, justement, on travaille pour aller vers la qualité, pour aller, justement, vous allez utiliser le stéréotype, la personne qui était invitée chez vous. Justement, il a parlé, et là j'adhère parfaitement, il faut changer les mentalités. Droit d'auteur. Droit d'auteur, oui. Donc je lui ai demandé le droit d'auteur si je pouvais utiliser ce mot. Non, il n'y a pas de souci. Effectivement, parce que, pourquoi je dis ça? J'ai été, le secteur a organisé un salon d'innovation. Donc il y a eu plus de, je ne vais pas revenir sur tout le processus, mais le 21-22 décembre, il y a eu un salon sur l'innovation du secteur de la formation et de l'enseignement
À vos souhaits. Merci. On parlait de... Il y a eu plus de 60 projets. Et croyez-moi, il y a eu plusieurs ministres qui ont visité ce salon. Il y a eu des ambassadeurs qui ont visité le salon. Il y a eu certains représentants d'institutions qui travaillent dans cet esprit. Je citerai l'INAPI, l'IANA, etc. Donc, ou même à travers la déclaration du premier responsable de l'INAPI, c'est la propriété intellectuelle, donc industrielle. Donc, quand même, où il a de par la visite qu'il a pu faire, il a ciblé 4 ou 5 projets qui sont susceptibles d'être accompagnés pour être brevetés. Et là, c'est des apprenants du secteur de la formation professionnelle pour dire que, tant qu'il y a cette envie, tant qu'il y a ce choix qui se fait vers la formation professionnelle, pour ne pas dire c'est une voie d'échec, bien au contraire, donc c'est une voie par excellence pour créer de la richesse et pour que les gens s'insèrent dans la vie active. Effectivement. Alors, parlons encore une fois d'insertion. Qu'en est-il de la limite d'âge? Il n'y a aucune limite. Vous pouvez dire à celle qui présente la météo qu'il n'y a aucune limite d'âge pour suivre une formation. Néanmoins, là, il y a une seule limite d'âge par rapport à un mode de formation qui est institué par une loi qui s'arrête à l'âge de 35 ans. D'autres pays occidentaux, ils arrêtent ça à 28 ans. Donc, et on est en train de réfléchir. C'est quoi comme domaine? Donc, n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. Donc, toutes les formations, par rapport au mode de formation par apprentissage, c'est un mode où 80% de la formation se déroule chez l'entreprise. Donc, il y a une organisation qui est mise en place où il y a effectivement une limite d'âge qui s'arrête à 35 ans. Alors justement, de 15 ans à 35 ans. Alors justement, parlons un petit peu, vous avez parlé un petit peu de la prise en charge, on va dire, au niveau des institutions pénitentiaires, au niveau des institutions qui s'occupent un petit peu des handicapés. Est-ce qu'on fait appel à vous? Est-ce que les entreprises font appel à vous, par exemple, pour certains recyclages, pour des mises à niveau de leurs employés? Absolument, absolument. Je pense qu'il y a plus de 5 000 ou 7 000 personnes, justement, à l'échelle nationale, qui sont au niveau de nos établissements, qui répondent justement à un besoin qui a été exprimé par l'entreprise en termes de justement perfectionnement de leurs employés. Et effectivement, voilà, déjà l'entreprise, de par la réglementation qui régit ça, elle est appelée à justement à mettre en place tout un plan de formation pour leur personnel. Alors, je vais vous poser une question. Je sais que ça ne relève pas forcément de vos prérogatives autant que j'espère y répondre. Voilà, en tant qu'institution de formation professionnelle. Mais nous, on sait très bien, parce qu'on vous a déjà suivi sur terrain, on voit un petit peu comment le programme, comment la prise en charge se fait, donc des stagiaires. Mais une fois le stage ou la formation terminée, quel est un petit peu le devenir de ces stagiaires? Est-ce qu'ils arrivent à trouver de l'emploi facilement avec la formation de laquelle ils ont bénéficié? Heureusement, je connais un petit peu la réponse. Donc, de toute façon, même ça va. Non, ça va. Si vous n'aviez pas de réponse, il n'y a pas de souci. Pour dire, effectivement, le secteur travaille énormément là-dessus. Effectivement, ce n'est pas principalement sa première mission, c'est l'insertion, mais il travaille énormément, justement, pour faciliter cette insertion. Il a créé au niveau des 58 wilayas ce qu'on appelle les maisons d'accompagnement. Donc, c'est un espace d'échange où il y a les représentants des institutions, disons, qui aident les gens à s'insérer. J'ai cité tout à l'heure l'ANAD. Il y a aussi l'ANEM, etc. Donc, et pas uniquement pour les gens du secteur de la formation, même les diplômés de l'enseignement supérieur peuvent aller vers ces maisons d'accompagnement, justement, déjà pour avoir de l'information sur le secteur, quelles sont les offres de formation et tout, et surtout pour avoir ce qu'on appelle ce qu'il faut sur le plan entrepreneurial pour justement aller vers cette insertion professionnelle. Aussi, les derniers chiffres que j'ai, qui ont, je crois, une année, 2 ans, par rapport à l'ANAD, plus de 60% des porteurs de projets sont issus du secteur de la formation professionnelle. Et pour ce qui est de l'ANAM, les derniers chiffres que j'ai, il y a plus de 90% les gens qui sont au niveau de l'ANAM, au bout de 6 mois, justement, s'insèrent, trouvent, disons, preneurs au niveau des entreprises qui demandent le profil de cette personne. Ah bah voilà, donc, ça reste quand même plus optimiste. ou moins, oui. Voilà, sûr, ça reste faut. quand même optimiste. Mais sinon, pour les retardataires, ce sera pour quand les prochaines inscriptions, la prochaine rentrée? La prochaine rentrée, donc, elle va se faire, généralement, les inscriptions vont commencer
commencer pour la prochaine rentrée. Déjà, on est en train de travailler pour préparer les offres. Donc, quelles sont les formations? Et je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles formations à travers déjà les conventions qui sont signées, le travail qui est en train de se faire sur terrain, avec des entreprises, avec des groupements d'entreprises. Donc j'espère que d'ici septembre, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Pourquoi il faut attendre septembre? Parce qu'il y a tout un travail d'ingénierie pédagogique qu'il faut mettre en place. Il ne suffit pas de dire, voilà, j'ai vu une entreprise, donc il y a un nouveau profil qui se crée. Mais effectivement, je dirais c'est plus ou moins facile de définir le profil. Mais encore faut-il travailler sur le programme de formation qui prend, je peux dire, qui prend un petit peu de temps, et aussi former une ressource humaine, même si on a le profil global de la personne qui peut assurer ces formations, mais il faudrait, disons, le perfectionner par rapport à ce nouveau profil qui se crée. Mais je suis optimiste pour que septembre, voilà, on puisse répondre à un certain besoin qui est exprimé par des secteurs importants. Ah ben, on vous dit bon courage. Merci. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Monsieur Sidek Kodil, vous êtes le directeur de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Et on continue. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser un petit peu à l'hygiène de vie, à la nutrition et particulièrement au sucre. Donc on nous conseille souvent d'éviter les sucres. On se dit oui, on ne mange pas de gâteau, on ne va pas prendre de boissons gazeuses, et pourtant il y a beaucoup de sucre caché, et c'est justement Melim Oussaïd qui va nous orienter par rapport à ces sucres cachés. On se retrouve juste après. Véritable menace, le sucre est partout dans notre alimentation, même là où vous ne le soupçonnerez pas. Si faire ses courses est devenu une tâche très simple, trouver des aliments sains est beaucoup plus compliqué. Le sucre est caché dans pas mal d'aliments. D'abord, tous les produits naturels, produits agricoles, les fruits par exemple, contiennent du sucre naturel. Ce sucre naturel n'est pas aussi dangereux, n'est pas aussi agressif pour notre santé. Mais il faut éviter, même dans les pains, nous retrouvons du sucre. Pas mal de boulangers préparent leur pain à base de sucre. C'est ce qui est déconseillé, de manger du pain qui contient du sucre et en même temps du sel. Il y a deux produits qui sont nocifs pour la santé de l'être humain. Et vous savez que le sucre est porteur de maladies graves, maladies cardiovasculaires, il attaque le cœur, il provoque le diabète. Et nous avons plus de 6 millions d'habitants en Algérie qui sont diabétiques. Chaque jour, nous consommons des quantités incroyables de sucre. Il se trouve dans bon nombre de produits alimentaires, y compris salés. Pâtes, pain, sauce tomate, plats préparés, même le yaourt nature, l'air de rien, apporte tout de même 5 grammes de sucre via le lactose. Le ketchup, c'est le produit le plus salé et plus sucré par rapport aux boissons gazeuses. Il contient beaucoup plus de taux de sucre par rapport à la limonade. Le pain qui sert à faire des sandwichs, le hamburger, qui contient du sucre. Vous avez les biscottes, comme vous venez de le souligner. Il y a pas mal de produits que les gens ne savent pas qui contiennent du sucre. C'est ce qu'on appelle les sucres cachés dans des produits. Nous avons toujours dit, quand vous allez dans des magasins, voir d'abord la date de production et la date limite de consommation des produits, et voir la composition. Si ça contient beaucoup de calories, beaucoup de sucre, même trop de calories, c'est pas bon également pour la santé, surtout pour les enfants. Cette consommation excessive de sucre se cache très souvent sous des identifiants pas très faciles à reconnaître. Dextrose, glucose, lactose, maltose et bien d'autres noms. L'individu algérien consomme plus de 40 kg de sucre par an, alors que le consommateur européen, il ne dépasse pas les 12 kg. Donc il y a un grand écart en matière de consommation de ce produit qui est néfaste pour la santé. Parce que c'est une tradition, malheureusement, c'est des mauvaises pratiques qu'on doit lutter contre ces mauvaises pratiques et surtout pour nos enfants. Donc, les parents ont un grand rôle à jouer avec leurs enfants en matière de minimiser la consommation de sucre et surtout
surtout dans les boissons, les yaourts, etc. Les sucres cachés sont en partie responsables des consommations aberrantes de sucre aujourd'hui. Près de 100 grammes par jour, alors que la consommation recommandée par l'OMS est de 50 grammes. Et de retour sur le plateau, c'était donc les sucres cachés. Et c'est Mélie Moussaïd qui s'est intéressée à ce sujet. À présent, parlons de diabète et surtout comment préparer les diabétiques à passer le mois de Ramadan, donc jeûner sans complications. Un événement se prépare et c'est justement le docteur Nadir Rmila qui est parmi nous ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour, à vous. Malouda, ça va? Merci d'être venu. Docteur Rmila est venu de Béjaïa juste pour nous ce matin. Vous êtes le président de l'association des diabétiques au niveau de l'Qsr, dans la wilaya de Béjaïa. Oui. Voilà, alors tout d'abord parlons de votre association. Donc c'est une association qui a été créée en 2016, donc elle a presque bientôt 6 ans d'âge. On a commencé au début avec 150 adhérents en 2016, des adhérentes et adhérents, donc de différents âges. Et au jour d'aujourd'hui, on est à 562. 562 adhérentes et adhérents de différents âges et différentes régions, parce qu'on a pris ce qu'on appelle Association des diabétiques l'Aqsar, ça ne veut pas dire El-Qsar, on a choisi l'Aqsar, c'est comme château, c'est l'utilisation d'un château, mais sinon c'est une association de wilaya qui prend en charge tous les diabétiques de la région, que ce soit d'El-Qsar, que ce soit d'Amizoul, de Touja, de Fenaya il-Maten, de Smaoun, d'Adkar. Donc on applique quand même pas mal de communes, les communes là où ils n'ont pas d'association de diabétiques. Parce que comme Béjaïa Ville, Akbou, Tenzrit, ils ont des associations qui sont actives, je leur passe le bonjour justement. Mais sinon, les différentes communes qui n'ont pas d'association, on les prend en charge. Voilà. Donc c'est une... Alors quand vous dites vous les prenez en charge, qu'est-ce que vous entendez dire par la prise en charge des diabétiques? Donc c'est une association qui est là pour sensibiliser, pour informer, pour orienter et surtout accompagner les malades diabétiques. Alors donc, justement, parce qu'au début, on l'a créé au mois de mai 2016, juste avant le Ramadan, parce qu'on pense beaucoup plus aux diabétiques généralement avant le mois de Ramadan, le mois sucré, là où il y a beaucoup de sucreries. Voilà, justement, c'est pour ça qu'on pense, on leur donne un peu d'importance juste avant. D'ailleurs, maintenant, je tiens à profiter de donner un message aux diabétiques, de programmer une consultation chez leur médecin de famille maintenant, c'est-à-dire un mois, 2 mois avant le mois de Ramadan, pour stratifier, pour essayer de faire un examen biologique et un examen clinique, afin d'orienter ce malade, est-ce qu'il va gêner ou pas. Alors justement, docteur, par rapport à est-ce qu'il va gêner ou pas, on sait très bien que, particulièrement pour les personnes âgées, hein, quand on leur dit que voilà, ils ne peuvent pas jeûner, c'est un petit peu frustrant pour eux. Et il faut dire qu'il y en a même qui le font en cachette à leur médecin. Exact. Notre association, justement, l'a créée dans ce sens, parce que le mois de mai avant le Ramadan, c'est tout le monde qui se posait cette question. Et on trouve cette question un peu partout, dans des mosquées, dans des cabinets médicaux, à l'extérieur, des malades qui sont désorientés, qui posent toujours cette question, qui veulent une réponse bien précise. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à créer justement cette association, de regrouper justement cette catégorie de personnes pour essayer de les écouter et de les orienter, de les informer justement pour ça. Parce que maintenant, quand vous venez de dire, je ne peux pas dire à quelqu'un, il ne faut pas gêner parce qu'il est pâle, parce qu'il est âgé, parce que... Mais il y a quand même des recommandations à respecter. Il y a des recommandations à respecter. Donc, quand je fais un examen pour mon malade, pour mon patient avant Ramadan, donc il y a un examen clinique, il y a un examen bien déterminé, puis je vais lui demander un bilan, c'est à travers le dialogue, parce qu'il faut qu'il soit un dialogue quand même clair avec le patient, c'est-à-dire le rapport comme médecin-patient, médecin-malade, là, c'est très important pour essayer de stratifier justement son état et de le classer selon les recommandations, et c'est à partir de là
je vais le classer. Est-ce que je vais le classer sur un risque modéré, un risque faible ou bien un risque dangereux, donc qui ne doit pas gêner. Et quand vous venez de dire avec le résultat, on peut lui dire par exemple de gêner. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens à qui on leur dit il faut pas gêner. Quand vous venez de dire, il me dit d'accord, oui, mais il fait en cachette. Oui. Et c'est les plus dangereux. Et c'est parce que je dis, il y a des malades qui vont dire que quand ils terminent quand à la fin du mois de carême, ils viennent voir leur médecin. Voilà, j'ai fait mon carême et je suis très bien. Mais non, mais le médecin, il ne regarde pas. C'est une maladie silencieuse, le diabète. C'est une maladie silencieuse. Donc, quand il fait le carême, ils peuvent faire le carême. Ils peuvent faire le ramadan. Mais le médecin, il prévoit justement à long terme. Des complications à long terme. D'ailleurs, c'est à cause de ces associations, d'ailleurs j'appelle toutes les communes à l'échelle nationale de créer ces associations, d'aider ces malades, parce que c'est à travers l'association qu'on arrive à régler pas mal de problèmes pour les malades, que ce soit les cancéreux, que ce soit les diabétiques, que ce soit les handicapés. Pas mal quand même, c'est les associations, elles donnent beaucoup d'intérêt quand même, il y a beaucoup de... Donc c'est pour ça, à travers cette association, ça fait depuis 6 ans qu'on l'a créée, on a remarqué qu'il y a une nette amélioration. Il y a une nette amélioration parce qu'on a moins de complications. Parce qu'avant, je me souviens, il y a 10 ans là, tout ça, on m'appelle à chaque fois pour des complications de diabète. Il y a des comas hypoglycémiques la journée, il y a des comas acidocytosiques la nuit. Donc, ils sont vraiment très déséquilibrés durant ce mois de carême. Et puis, les hôpitaux, ils sont pleins. Oui. Il y a le taux d'hospitalisation, il augmente pendant le mois de carême. Alors, ces derniers temps, grâce aux associations, justement, il y a un travail de sensibilisation, effectivement, on a moins d'hospitalisation, moins de complications quand même. Ouais. Donc voilà, alors justement, dans cette même perspective, vous organisez une journée d'information, de sensibilisation le 26 mars prochain. C'est ça justement, encore une fois, pour répondre un petit peu à toutes les questions que les diabétiques se posent. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire depuis 6 ans. On a toujours des journées thématiques sacrées, c'est celle du mois de carême, c'est-à-dire avant le ramadan, c'est-à-dire on sensibilise, on regroupe plus de 700 personnes. Là où on les informe, on les écoute, on les oriente dans ce sens de diabète. Il y a la deuxième journée thématique, la journée mondiale du diabète, le 14 novembre. Ça, on le fait chaque fois. Et puis, on fait d'autres journées. Et puis, il y a également des séances d'éducation. Une fois par semaine, on rassemble une dizaine de personnes. Il y a une éducatrice spécialiste. Là, je tiens à remercier le laboratoire Lilly Biopharm qui a dépêché une éducatrice spéciale pour notre association et qui fait une fois par jour, justement, elle rassemble, elle éduque justement ces malades, elle leur apprend comment prendre leur traitement durant ce mois de carême ou bien même les autres mois, comment s'alimenter, comment faire du sport, est-ce qu'il faut faire de l'éducation physique ou pas, comment, c'est-à-dire pour ne pas oublier, c'est-à-dire s'ils travaillent, d'aménager un petit peu leur temps durant ce mois pour éviter justement les différentes complications. C'est que vous connaissez toujours les complications durant le mois du Ramadan. Généralement, la journée, on s'abstient de manger pendant, ça dépend de la région, ça dépend de la saison, durant plus peut-être de 12 à 20 heures parfois. Donc, on reste comme ça sans manger toute la journée. Et puis, d'un seul coup, c'est-à-dire on mange excessivement durant un laps de temps. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre très important de la glycémie. Une hypo la journée, peut-être une hyper le soir. Voilà. Alors justement, docteur Armila, en plus donc, de tout le travail de sensibilisation et d'accompagnement que vous faites donc, auprès de ces personnes diabétiques, mais il y a aussi d'autres activités que vous organisez au niveau de votre association. Nous avons vu quelques photos qui défilaient, notamment des sorties pédestres que vous organisez. Oui. Et justement, il y avait des photos qui défilaient. Voilà, nous avons une belle photo ici de groupe. Oui, au début,
au début, justement, on a pensé justement à sensibiliser, à informer les malades. Par la suite, il y avait des idées qui surgissent. Donc, on a dit pourquoi on fait pas de sortie comme ça, de randonnée pédestre, d'excursion, dans le sens de marcher, parce que les excursions et des randonnées comme ça, il y a des vieilles et des vieux de 80 ans, on marche jusqu'à 3-4 km à pied. Donc c'était vraiment, ça fait partie dans l'éducation. Et dans la nature. Dans la nature. C'est très important. Donc on fait les journées, en plus des journées thématiques, on fait des excursions, on fait des sorties, des randonnées pédestres, on fait des colonies de vacances. D'accord. Des colonies de vacances pour les enfants diabétiques. On a fait une seule fois, ça a réussi, c'est réussi vraiment à 100%. C'est-à-dire on a rassemblé une trentaine d'enfants diabétiques en collaboration avec l'association des diabétiques d'Aqbouj que je salue. On a passé dans 15 jours à Ouqas. Là, c'était vraiment... Il y a même des enfants par la suite, il y a les mamans qui m'appellent, on me dit qu'est-ce que vous avez fait pour nos enfants? C'est la première fois qu'il sait qu'est-ce qu'il doit manger. Quand je lui donne à manger, il me dit non maman, c'est interdit de manger ça. Non maman, je dois manger ça. C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Exactement, même pour mesurer sa glycémie, ses glycémies, exactement, il le fait sans peur. Alors qu'avant, ils essayent d'éviter. Donc, tout ça, c'est important, c'est une éducation. Ils sont pris en charge par d'éminents médecins, des éducateurs, des nutritionnistes, là-bas à Ouqas. Donc, en plus de ça, on fait également des caravanes. Des caravanes médicales. On a fait ça au village Aït Garet, on a rassemblé plus de 11 villages là-bas. On a fait ça à Smaoun. On devrait faire ça à Taoulir Tiril, mais malheureusement, à cause de la pandémie, on a arrêté, probablement pour la prochaine fois. Des caravanes médicales, là où on prend jusqu'à 15-20 médecins spécialistes, on fait des consultations pour tout le monde, pour les malades, on fait profiter les gens, en plus des sorties pour le dépistage. Le dépistage des diabètes, de la glycémie. On sort dans les différents villages de la wilaya, même à Tichy, là on fait des dépistages et on a trouvé quand même pas mal de gens qui ont des hyperglycémies mais qui ne le savent pas. Parce que la maladie, le diabète, ce n'est pas une chance exacte. On ne peut pas avoir une polyurie, polydipsie, par exemple, un amaigrissement ou bien des signes, c'est-à-dire typiques du diabète, mais on peut avoir une maladie silencieuse, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on sort pour le dépistage. On trouve quand même des malades qui ont des hyperglycémies, on les découvre à temps et on les oriente, on les prend en charge quand même comme il se doit. On fait également des circoncisions. D'accord. Des circoncisions avant Ramadan, pour cette année, on va la faire parce que la pandémie elle a diminué, Inch'Allah, elle va partir. Donc, on va faire on fait des campagnes de circoncision et puis on leur fait des cérémonies le 27e jour de Ramadan. Le 27e jour de Ramadan, on fait le Hanni. En même temps, on ramène d'éminents chanteurs. On a fait des cérémonies, des grandes cérémonies. Et je profite pour remercier également notre aimable poète et chanteur Aït Mengelet, qui nous a honorés, qui aime toujours aider les diabétiques, qui est venu en 2017. Il a fait un gala de charité pour l'association des diabétiques Al-Qsar et que je salue à cet Olar Bil Amar, Inch'Allah. Eh ben voilà, et on vous salue et on salue tous les efforts que vous faites pour cette catégorie de personnes. On vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle que vous êtes venu de Béjaïa pour justement parler de votre programme. On rappelle le 26 mars prochain. Donc ce sera une journée. On a choisi le 26 mars justement. On va la faire au CFPA d'El-Qsar. On va rassembler tous les patients. Là, comme d'habitude, on va les informer sur ça, sur le diabète. Et en plus, on va leur faire un couscous. Typique de la région. Non, c'est un couscous spécial pour le printemps, parce que la région de Béjaïa, on fait toujours quelques couscous qu'on appelle Adaris. Donc c'est un couscous avec des plantes, tout ça. On le fait, toutes les familles le font au début du printemps. Et Inch'Allah, on va le faire justement le 26 mars. On va honorer ce printemps justement pour tout le monde. Au Difkar Bishfa, Inch'Allah, pour tous les malades. Inch'Allah, ya Rabbi. Amin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, docteur Nadir Mila. Je rappelle, vous êtes le président de l'association des diabétiques. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin.
matin. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'art, à la photographie particulièrement, puisque Lamia Boudboudin, notre ami, a rencontré un passionné de la photographie qui, lui, est de Boussaada. Il s'agit de Zohir Lougliti. Rappelez-vous, on l'a déjà reçu sur notre plateau. Regardez ce portrait, on se retrouve juste après. Des images qui balancent entre peinture et photographie. Cela s'appelle le still life ou nature morte. Et Zohir Lougliti en a la parfaite maîtrise. Il réalise des mises en scène avec de simples objets du quotidien et chaque photographie est un petit chef-d'œuvre. Le moment où la photo, elle bascule entre la photo et le dessin, là, on capture l'image. Et j'ai tendance à dire toujours que au moment où j'expose ma photo, où je publie ma photo, où je partage ma photo, la première réaction, les gens, ils ont cette manie ou cette question, cette fameuse question, est-ce que c'est du dessin? Et quand on me pose cette question, là, je suis satisfait et je dis que j'ai réussi ma manœuvre. Doté d'un sens aigu de la composition et de l'esthétisme, Zohir Lougliti est aussi photographe de produits, un savoir-faire spécifique où le produit est la star de ses clichés afin de faire vendre. Et il doit mettre sa façon de faire pour se distinguer des autres photographes, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, satisfaire le propriétaire du produit, et c'est ça le deuxième problème. Et ensuite, il doit les deux satisfaire la dernière étape, et c'est le plus essentiel, c'est satisfaire le consommateur parce que c'est lui qui va payer et c'est lui qui va sortir l'argent de sa poche. Et il faut choisir la couleur parce qu'il y a des produits de terroir, il y a des produits de cosmétiques, il y a des produits avec du verre qui sont l'emballage avec du verre, il y a des produits où l'emballage absorbe la lumière, il y a des produits où la lumière se reflète et ça c'est une autre galère, c'est plus technique. Originaire de Boussaada, notre artiste a été chargé d'une mission de valorisation du costume traditionnel boussaadi pour lequel il a choisi un décor spécifique. On ne peut pas valoriser ou faire donner plus de valeur pour un costume si on le dépayse. Ça veut dire qu'on va le sortir de son contexte. Ça, c'est le costume traditionnel boussaadi. Par exemple, les chaussures, normalement, on l'appelle la rihiya. Le pantalon, c'est surwal arbi. Le chapeau, c'est le mdal. Le mdal, il y en a beaucoup parce qu'il y a le mdal de l'khidma, il y a le mdal des occasions, de l'saif, de l'ashta, il y en a beaucoup, c'est différent. Il y a l'okaza. Ça diffère. Tout dépend de l'occasion où on utilise la chose. Il y a le gilet le chash normalement bon, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai essayé de faire une petite recherche pour encore réconforter l'information du costume. Formateur de photographe, il anime plusieurs ateliers et conférences. Il compte ouvrir une école de formation. Et là, maintenant, je suis dans le projet avec la collaboration de le livre photo avec Madame Samira Benkasmi sur Del Ibrahim, le livre photo. On va faire, je dis une école pour les amateurs de la photographie, ceux qui veulent apprendre la photo et apprendre la théorie, apprendre comment procéder à faire des photos. Et après, on va faire des formations ou des stages pour les techniques spécifiques, que ce soit du still life pour la décoration ou pour le produit ou les photos de mariage. C'est la photo depuis le débutant qui commence dans la photo jusqu'à les vieux, les experts et les professionnels, on reste toujours et on tourne toujours dans le cercle qui est la lumière. La photo, c'est la lumière, il n'y a pas autre chose.
Et voilà, c'était donc Zohair Lougliti, un passionné de photographie, un photographe professionnel aussi que Lamia Boudbouda a rencontré pour nous. Restons dans l'art, mais cette fois-ci dans une autre catégorie d'art, la danse particulièrement, puisque comme je vous ai annoncé ce matin, le 20 février dernier, une plateforme, Raqs.net, a été lancée. Et pour en parler ce matin, le représentant est parmi nous. Aziz Hamdi, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, avec un nouveau-né, on va dire, ça ne peut que bien aller. Effectivement. Voilà, alors Aziz, on a l'habitude de le rencontrer, de le recevoir pour parler de cinéma, n'est-ce pas? Mais on reste quand même dans la culture. Hein. Il n'y a pas de souci. Polyvalent. Alors, Aziz, Raqs.net est une plateforme, donc, on va dire, un petit peu pour répertorier les professionnels de la danse, c'est ça? Oui, effectivement, c'est une plateforme récemment lancée, donc le 20 février. Voilà, pour rester dans l'objectif de la plateforme, c'est pour répertorier les pratiquants de ce métier ou de cette discipline artistique, savoir les danseurs, les chorégraphes, les centres de formation ou écoles, et même les espaces de répétition et de production carrément. Donc voilà, bon, c'est pourquoi cette plateforme? C'est déjà pour dire que la danse existe. Malheureusement, c'est une discipline en voie de disparition en Algérie. Maintenant, pourquoi les causes sont diverses? Voilà, en général, c'était ça. Mais après, les danseurs, je pense que ce sont la catégorie la plus oubliée ou ignorée, si je peux dire ça comme ça, par les opérateurs culturels. Il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Je peux citer même l'exemple de la réalisatrice Mounia Meddour, qui est en train de... Je pense qu'elle a fini le tournage d'un nouveau court-métrage intitulé Huria. Donc c'est un film qui retrace l'histoire d'une danseuse dans la décennie noire. Et Mounia Meddour, pendant la période du casting du film, elle voulait avoir des danseurs dans ce film, mais elle ne savait pas à qui s'adresser. Et je pense que l'idée, elle a mûri suite à ce besoin, vraiment, exactement. Alors justement, suite à besoin, lorsqu'on parle de Raqs, alors c'est vrai que lorsque, par exemple, on va aller visiter un petit peu la plateforme, donc Raqs.net, on va prendre connaissance des danseurs, des chorégraphes, des danseuses, donc on a vu que c'était bien classé, mais ça a beaucoup plus rapport avec la danse contemporaine. Alors, est-ce que c'est une plateforme qui répertorie juste les danseurs, les chorégraphes, donc de la danse contemporaine, ou vous avez, on va dire, l'objectif ou le projet d'élargir ça, par exemple, pour les danses folkloriques? En fait, la plateforme, elle est destinée en premier lieu pour les danseurs contemporains. Pourquoi les danseurs contemporains? Parce qu'actuellement, c'est le style qui rassemble tous les danseurs du monde. Parce que aujourd'hui, si on prend par exemple le continent africain, chaque région... pour rester en Algérie, donc on a plus de 100 danses en Algérie, donc chaque région a une danse bien précise, mais aujourd'hui c'est à peu près comme la musique. Donc on a différents styles de musique, le rock, le jazz, etc. Après il y a la musique classique qui rassemble tout le monde. Donc je pense que la musique académique, pour être musicien dans n'importe quel style, il faut passer par la musique classique, faire le solfège, etc. Aujourd'hui, la danse contemporaine, c'est une danse qui a... On va dire qui rassemble un petit peu tous les styles aussi? Oui, qui a brisé un certain conformisme dans cette discipline, mais qui rassemble toutes les danses du monde. Et actuellement, quand on parle de danse contemporaine, on parle de chorégraphie. Et je pense qu'actuellement, je parlais des opérateurs, donc les réalisateurs ou les metteurs en scène ou même les chorégraphes en général ont besoin de cette catégorie d'artistes, donc à savoir les danseurs de la danse contemporaine. Donc
dans différentes œuvres artistiques. Alors justement, Aziz, vous avez soulevé quand même un point très important par rapport à cette catégorie d'artistes qui sont donc les danseurs ou les chorégraphes. Donc effectivement, ils ne sont pas très médiatisés, pas très connus. Le métier lui-même, il n'est pas très développé, il faut le dire, dans notre pays. Est-ce que c'est évident, j'ai envie de dire pour vous, de rassembler un petit peu toutes ces compétences, de les connaître, de savoir qu'ils existent, d'autant plus qu'on sait certainement qu'ils doivent être quelque part cachés dans les quatre coins du pays? Exactement, je pense que c'est l'un des défis de cette plateforme ou de ce travail qui, je peux dire que c'est une responsabilité pour moi de faire lumière ou de mettre sous les projecteurs tout ce beau monde-là, donc les chorégraphes et danseurs. Puisque j'ai pris cette initiative, je pense que maintenant je n'ai pas le droit de faire marche arrière, donc je dois continuer. Mais après, déjà, je connais pas mal de danseurs en Algérie. Déjà, c'est les premiers que j'ai inscrits sur la plateforme, c'est des danseurs, je ne peux pas dire connus. Ils sont connus pour moi ou pour les gens du métier, mais comme ça, d'une manière générale, ils ne sont pas connus. Écoute, parce que déjà la danse, on ne donne pas beaucoup d'importance à ce métier, on n'a pas beaucoup de spectacles. On avait malheureusement un seul festival international de la danse qui n'est plus. Qui n'est plus à cause de la conjoncture. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Donc, je disais, voilà, maintenant, au fur et à mesure, on essaye de développer cette plateforme, cette base de données d'artistes, mais bien sûr en mettant en exergue donner de la priorité pour les danseurs professionnels. Il y a les gens qui ont déjà pratiqué, qui ont déjà un nom ou un CV bien riche dans ce métier ou dans cette discipline. Et comme ça, je disais qu'on va essayer peut-être d'orienter les gens, les demandeurs de danseurs, que ce soit, comme je disais, metteurs en scène, voilà. Au moins, il ne faut pas les tromper, donc être au moins crédible, donc proposer une panoplie de danseurs professionnels en premier lieu. Après, on va joindre les autres. Alors justement, vous avez fait allusion un petit peu à la musique et on sait très bien que les parents, d'une manière générale, avec leurs enfants, ils orientent beaucoup leurs enfants vers la musique. Donc beaucoup d'enfants commencent par la musique classique, par la musique andalouse, etc. Qu'en est-il un petit peu de l'intérêt pour la danse? Est-ce que aujourd'hui, les jeunes, les enfants, les parents s'intéressent un petit peu à cette discipline? En fait, je peux dire oui et non, parce que je pense que les enfants sont beaucoup plus proches du théâtre en Algérie. Quand j'ai répertorié les écoles d'art qui font des formations en danse, oui, ils ont de la demande. Donc il y a les parents quand même poussent leurs enfants, surtout les filles, pour la danse classique, exactement. Mais sinon, d'autres, je dirais encore une autre fois, il y a un grand problème de communication et de médiatisation autour de ça. D'ailleurs, moi, quand j'ai essayé de répertorier, maintenant il y a plus de 10 des centres ou des écoles, je n'ai pas trouvé ni adresse mail, ni site internet, mais je ne sais pas qui je dois blâmer, ces centres ou les médias, ou je ne sais pas, c'est une responsabilité de collectif. Voilà, mais sinon, il y a de la demande, il y a de la demande, ouais. Voilà, il y a de la demande et donc la plateforme est déjà lancée. Donc s'il y a des chorégraphes que vous ne connaissez pas ou des danseurs, ils peuvent toujours s'inscrire vous contacter donc au niveau de la plateforme justement pour élargir encore une fois ce réseau, n'est-ce pas? Voilà, déjà depuis le lancement, il y a quand même quelques artistes qui m'ont contacté, il y a des gens qui m'ont appelé pour prendre place dans cette plateforme, mais je dois quand même vérifier, est-ce que c'est des artistes vraiment, c'est des danseurs vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est normal, la crédibilité de la plateforme. Parce que j'ai dit que je dois donner quand même une priorité pour les danseurs professionnels. Ah ben voilà, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Et surtout un élargissement de ce réseau pour pouvoir donc faire appel aux professionnels de la danse
et de la danse, que ce soit des danseurs ou des chorégraphes. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, Aziz Hamdi. Aujourd'hui, vous êtes le représentant de la plateforme Raqs.net. Merci encore une fois. Merci. À vous, on continue. Nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Kenzan Shah, juste après cette visite en images. Et voilà, Kenzan Shah est déjà parmi nous. Kenza, bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, aujourd'hui, encore une fois, on va s'intéresser aux associations et cette fois-ci, ça va être dans le domaine entrepreneurial. Tout à fait. Un domaine très intéressant, en pleine mouvance actuellement, justement, pour le développement de notre pays. Et comme dit toujours Kenza, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ont fait et vécu le monde associatif. La vie associative, tout à fait, parce que c'est une école de vie et on en fait de très bons managers. Donc, et justement, alors là, j'appellerai, là, ça sera, on parlera pour le premier challenge qui est un challenge national. Et donc, c'est un challenge qui a été lancé par Algeria Challenge Startup. Donc, il faut savoir que c'est l'un des programmes les plus importants et les plus grands, justement, qui regroupe toutes les idées et les startups qui vont et qui œuvrent justement pour un présent, mais surtout pour un futur innovant. Donc, c'est initié par Abdel Fattah Harizi ou encore Nesrine Zied, donc deux jeunes extraordinaires que je salue, qui font un très bon travail. Et là, ils reviennent cette année pour un challenge de comme ils le font chaque année. Donc, c'est un challenge là qui est dédié à un domaine très particulier, qui est très intéressant pour cette année. Donc, c'est le Food Tech Startup Challenge 2022. Et donc là, c'est en collaboration avec Solvit, donc qui est une plateforme de crowd resourcing. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce Food Tech Challenge? C'est justement un challenge qui regroupe ou encore qui encourage à tout porteur d'idées dans le domaine qui vont vers les enjeux de la sécurité alimentaire à se présenter justement dans ce challenge-là. Donc, ce challenge, il est sous le parrainage du ministère de l'économie, de la connaissance et des startups, et encore avec le ministère de la pêche et de l'aquaculture, justement. Donc, pourquoi ce challenge-là? Donc, ces porteurs d'idées, vers où ils peuvent s'orienter, quels sont les domaines dans lesquels ils peuvent postuler. Donc, c'est 3 domaines différents. Donc, nous avons l'agroalimentaire, l'agriculture ou encore l'aquaculture. Donc là, ça nous donne une idée de quels sont les domaines justement qui sont liés à la sécurité alimentaire, mais surtout, ça reflète aussi le potentiel de ces domaines-là dans l'économie algérienne. Donc, je rappelle, donc c'est l'agriculture, l'agroalimentaire ou encore l'aquaculture. Donc là, nous sommes à 2 jours avant le lancement des inscriptions dans ce challenge-là. Donc là, pour toute personne qui veut s'y inscrire, elle peut directement s'orienter sur la page Facebook de Algeria Startup Challenge ou encore dans la page de l'événement qu'on va voir tout de suite en image. Donc c'est le Food Tech Startup Challenge 2022. Donc ça, c'est un challenge national où toute personne porteur de projet, que ce soit une idée ou encore que ce soit une startup qui est déjà opérationnelle, qui peuvent aller s'orienter vers ce challenge-là. Là, donc du national, nous allons partir vers la perle de la Méditerranée, toujours un challenge. Bougie. Exactement. Et ça s'appelle Bougie Start. Donc pour sa première édition, donc l'association pour la promotion de la culture et du tourisme, en partenariat avec l'incubateur startup ABP Space. Donc là, ils organisent une première édition de ce challenge-là qui est principalement orienté vers l'Est, la promotion de l'entrepreneuriat dans l'Est du pays. Donc c'est toute personne, enfin tout jeune qui a
qui est porteur de projet, que ce soit une idée qui n'est pas encore bien maturée, encore une start-up qui veut s'orienter et s'inscrire dans ce challenge-là. C'est les domaines qui sont concernés par ce challenge-là, donc c'est tout ce qui est en relation avec le développement du digital ou encore du web. Et là, quand on s'inscrit justement dans ces challenges-là, qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est l'objectif derrière cela? Déjà, premièrement, donc par exemple pour ce challenge-là, il y a les lauréats vont pouvoir bénéficier d'un programme d'incubation de 12 mois au sein de l'incubateur justement ABP. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un incubateur? C'est pas le fait justement, c'est cela. Donc c'est pas, on va voir la photo tout de suite. Donc ce n'est pas incuber, ce n'est pas aider à ce que l'entreprise soit opérationnelle sur le terrain. C'est pendant 12 mois, voir concrètement est-ce que cette idée est applicable sur le terrain, est-ce qu'elle est économiquement rentable ou pas. Donc évidemment, c'est quand on sait là où ça va pas, automatiquement on saura trouver la solution. Donc après ces 12 mois d'incubation, vous pourrez tout simplement savoir si votre idée elle est praticable ou pas. Ou encore pour les idées qui sont assez mûries, les startups qui sont assez mûries, là un des lauréats va pouvoir bénéficier d'une mise en relation avec des investisseurs. C'est le plus important, il faut de l'argent pour la mise en œuvre justement de nos idées, ou encore la mise en relation dans un réseau de professionnels. Donc là, je rappelle juste les dates. Donc il nous reste encore 2 jours justement pour la fin des inscriptions, et le challenge se passera entre le 4 et le 5 mars à Bougie. Donc pour toute information. En présentiel? Oui, tout à fait. Donc vous pourrez directement vous orienter sur la page Facebook. Donc c'est Bougie Start. De la Perle, on va partir à une ville que j'aime énormément. Au sud, quelque part? Donc je devine. Oui, j'aime beaucoup le sud, tout à fait. Bravo. donc vers une ville que j'aime beaucoup, on fait de la très bonne nourriture. Bon, comme partout en Algérie, mais là où on y trouve un animal que j'apprécie beaucoup, le cheval, ou encore parmi... Exactement. C'est pas vraiment le sud. Hein. C'est pas du tout je le me suis sud. rattrapée. Donc justement, donc c'est l'une des plus grandes villes de l'ouest de l'Algérie. D'ailleurs, parmi ces plus importantes sites touristiques, on y trouve 13 pyramides funéraires. D'ailleurs, beaucoup ne le savent pas, mais il y a 13 carrément pyramides funéraires sur place que je vous encourage vivement à aller visiter. Mais Tiaret aussi est connu avec sa jeunesse, notamment ces étudiants qui font de très très belles actions. Et là, ça va être la coordination nationale de la société civile sous le parrainage du Wali de Tiaret qui vont carrément faire une journée d'études sur la cybercriminalité. Donc une journée avec la présence de la gendarmerie nationale et la sûreté nationale, mais avec la société civile, où là carrément il va y avoir des discussions sur quel est le rôle justement de la société civile pour faire face à ce fléau qui est la cybercriminalité, où nous sommes tous face à ce fléau, que ce soit les enfants, que ce soit encore les jeunes, bref, c'est toute la société qui est exactement, c'est toute la société qui est confrontée à la cybercriminalité. Donc là, il va y avoir carrément une table ronde sur comment concrètement quel est le rôle principalement de la société civile en collaboration évidemment avec les acteurs concernés de la sécurité, comment trouver des solutions, quel est le rôle justement pour faire face à la cybercriminalité. Voilà, donc ça va se passer demain pour les dates et lieux, donc ça va se passer demain le 26 à partir de 9h au niveau de l'université de Tiaret. Toujours en présentiel? Oui. On aura droit à un live peut-être? Pourquoi pas, je n'ai pas encore programmé d'y aller, mais Inch'Allah, oui, pourquoi pas, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. Et ben voilà, merci beaucoup Kenza pour l'actualité associative. Donc cette fois-ci, c'était beaucoup plus rapport avec l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Donc encore une fois, vous avez juste besoin de vous rapprocher à travers les pages donc des réseaux sociaux. Donc je rappellerai les pages peut-être. Donc c'est Algeria Startup Challenge pour le challenge qui est lié à la sécurité, aux enjeux de la sécurité alimentaire. Pour ce qui est de l'Est, donc c'est Bougie Start, ou encore la coordination nationale de la société civile, Tanseriyat al-Mujtama al-Madani. Et voilà, merci beaucoup Kenza encore une fois pour cette actualité. On se retrouve vendredi prochain. Si je ne ferai pas. Oui, si elle n'est pas quelque part dans un coin du monde. Exact. Avant, on disait peut-être un coin du pays, maintenant dans un coin du monde, probablement. Merci beaucoup Kenza, bonne semaine à toi. Et on arrive à la fin de notre émission.
émission. Merci énormément de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir dès demain à partir de 9h. Au revoir. قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة مع بنتي وين كنتي